Donc on va passer à la dernière table ronde, cette fois sur le management. Merci beaucoup. Ça va être peut-être plus informel, mais beaucoup plus, enfin, à mon avis, une poursuite extrêmement importante, puisqu'avec tout ce qu'on a dit, on a bien compris qu'effectivement l'évolution des métiers et des compétences ne pouvait pas se faire si on n'avait pas les bons hommes pour les piloter, les coordonner, et qu'en même temps, effectivement, les enjeux rédactionnels amènent à se poser de plus en plus de questions donc, sur les compétences de demain. Donc ça veut dire quoi demain? Repenser la façon d'accompagner les salariés et leur évolution professionnelle, repenser le management des équipes. J'avais envie de demander à l'un d'entre vous de s'exprimer sur le sujet, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément poser des questions ciblées, mais je voudrais, à travers des expériences concrètes, c'est-à-dire à travers ce que vous vivez au quotidien, que vous nous racontiez un petit peu les difficultés que vous avez en fait, et puis aussi les choses que vous tentez, parce que je pense que l'innovation, elle est aussi dans les ressources humaines. Donc comment ça se passe au quotidien? Qu'est-ce que vous inventez? Qu'est-ce que vous créez? Quelles difficultés vous avez? Et comment se comportent aussi les personnes qui sont en face de vous et qui réclament de plus en plus de choses au RH en retour? Alors, vous pouvez commencer, Marc? Vous vous présentez? Marc Gomez, je suis donc responsable des ressources humaines d'une petite PME de 100 personnes qui a beaucoup grandi sur les 6 dernières années, puisqu'on est passé de 35 personnes à 105 personnes. Je vous donne ces indicateurs parce que c'est un groupe qui évolue, qui est en croissance et qui a beaucoup évolué sur ses métiers. Donc on a des métiers de médias et des métiers de communication qui se ressemblent beaucoup au sein du groupe. Donc beaucoup de compétences très différentes, mais qui ont la même finalité, c'est de travailler avec le lecteur et de travailler au service de communauté professionnelle, puisqu'on est sur la presse magazine d'information destinée auprès de professionnels. Donc ça, c'était pour fixer le cadre. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse précise qui ont été données tout à l'heure à la maquettiste. On a seulement plutôt... j'ai mis la tête sous l'eau en lui disant, tu as vu, il y a des documentalistes qui sont arrivés, donc ton métier, tu ne vas pas t'en sortir non plus. C'est-à-dire que c'est une fin de métier. On ne lui a pas répondu en lui disant que il faut se poser la question de savoir si elle ne devait pas être formée au web design. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle était sur la maquette. Pourquoi à un moment donné, pendant 5 ans, pendant 10 ans, les ressources humaines ou les managers ne sont pas dit ces métiers-là, il va falloir les faire grandir, il va falloir les faire aller sur Internet. Donc moi, je vais être dans le questionnement, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse précise. Vous imaginez que le management, aujourd'hui, ce n'est pas chose simple, puisqu'on entendait dans la salle, finalement, ça va être aux managers de mettre tout ça en place. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que chaque jour, ils sont entre la direction générale et les collaborateurs, et ils doivent essayer d'amener les projets d'entreprise dans des environnements conjoncturels très compliqués. Donc on doit leur dire en plus, tu as peu de moyens, ou quand on a, il faut que tu puisses l'utiliser à bon escient, et tu n'as pas le droit de te tromper, parce qu'on a 2 ans, 3 ans pour mettre ça en place. Donc je voulais fixer ce contexte qui n'était pas simple aujourd'hui, qui n'est pas simple pour les managers. Et quand on devient manager, des fois on le devient par hasard. C'est, à un moment donné, personne ne voulait prendre la place, et on s'est dit, toi tu es le plus expérimenté. Je caricature. Je suis dans cette démarche-là pour essayer de faire voir que ces gens qui prennent ces places-là, des fois, se sont dit, toi, tu es le bon expert, tu es la personne qui sait bien écrire, tu es le bon pro. Pourquoi tu ne serais pas reconnu déjà de tes pairs pour essayer de les coordonner et les piloter? Et quand il arrive là, il s'aperçoit que finalement, on lui avait donné que la petite partie visible de l'iceberg qui était son salaire, parce qu'il allait augmenter, mais on lui avait surtout pas dit tout ce qu'il y avait en dessous. C'est que tous les problèmes, il va falloir qu'il maintenant les gère, qu'il essaye de les structurer et de les mettre dans le temps. Voilà, c'était pour poser un petit peu le principe. Je laisserai peut-être aussi mes collègues répondre et échanger avec moi, puisque l'objectif, c'est pas de réponse. On ne va pas vous donner des clés toutes faites aujourd'hui. On est comme vous, on est en train d'y réfléchir. On est très content du travail qui a été fait, parce qu'aujourd'hui, il y avait peu d'outils qui existaient dans la profession pour essayer d'avoir des référentiels dans le management et poser les métiers, poser les attendus, et de se dire que finalement, aujourd'hui, le manager doit coordonner avec ses pairs un certain nombre de compétences multiples et variées. Il n'est plus dans un silo, il n'est plus uniquement à la prod, il n'est plus au SR, il n'est plus à la maquette, il n'est plus au journaliste, il n'est plus au web, il est mélangé. Et il doit avoir une compétence globale sur l'ensemble de ces sujets. Ça, c'est le premier élément que je donnerai. C'est quelqu'un qui doit être, je pense, un vrai animateur. On a parlé d'animateur, de community management, on a parlé d'animateur. Il doit animer son équipe et il doit attirer le plus de ses équipes pour réussir les objectifs que la direction générale lui donne et que ses collaborateurs lui donnent. Donc un vrai animateur. Ça, c'est pour moi un des enjeux importants. C'est des gens qui doivent faire vivre les gens autour d'idées communes. Là, aujourd'hui, on parle d'Internet, on parle d'évolution de compétences. Donc, sur les 3 ans qui arrivent, notre métier de manager à nous, l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est de faire grandir les gens. Ça fait 10 ans que la presse, les médias doivent grandir et évoluer, progresser.
Là, depuis 5 ans, on voit que ça bouge beaucoup. Et sur les 3 dernières années, on a vu que le web, et je rejoindrai ce qui a été dit ce matin sur la première table ronde, le web a permis de vraiment chambouler tout ça. Là, aujourd'hui, on est au cœur d'évolution de métiers où les gens vont acquérir de nouveaux métiers. Donc on est dans un bain bouillonnant qui ne se fait pas forcément avec le meilleur contexte économique. Mais aujourd'hui, tous les gens qui travaillent aujourd'hui, qui sont managers, vont faire grandir les gens de demain. Et donc le premier élément qui est important de l'objectif du management, c'est former, accompagner, dans tout cet environnement qui est bouillonnant. Donc, je vous donnerai uniquement cet éclairage-là, puisque je pense qu'il y a 3 personnes qui ont plein d'autres choses aussi intéressantes que moi à évoquer. Mais voilà, les 2 enjeux aujourd'hui, c'est former et accompagner, c'est écouter, c'est essayer de transformer les gens qui sont devant nous, qui depuis 10 ans attendaient d'être transformés. Et malheureusement aujourd'hui, sont restés sur le côté, se disent moi je vais perdre mon métier, je vais perdre mon job, alors que globalement on en a besoin aujourd'hui. On en a vraiment, vraiment besoin. Ok, Ismène, on fait la transition directe. C'est parfait. Mais alors, en insistant aussi sur les relations intermétiers, parce que c'est vrai que nous, ça a été un petit peu le sujet de notre rapport, c'est comment on fait collaborer des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Ouais, alors, moi, je marche ce truc, je parle pas assez fort. Ouais, si tu parles. Voilà, mini groupe de presse, de mini hebdo locaux, répartis sur 4 régions en France, avec donc des toutes petites équipes. Ce qu'on constate depuis une dizaine d'années, c'est que l'avènement du web, l'arrivée de ce qu'on appelle la génération Y et la crise, quand même, ça a bouleversé totalement toutes les problématiques de management. Et on est en pleine révolution culturelle. Avec la conséquence que moi j'appelle le passage de la pyramide à l'atome, c'est-à-dire qu'on n'est plus et on ne peut plus être dans des structures pyramidales en termes de management, on est forcément dans des structures projet, coopération, collaboration, participation, etc. Où chaque métier est aussi important que l'autre. Où chaque acteur est aussi important que tous les autres. Voilà. Et qu'on ne peut plus se contenter de logique, encore une fois, du haut vers le bas, et quand tout va bien, de temps en temps, quelques trucs qui remontent du bas vers le haut. Ça, c'est mort. Voilà. Or, on a des managers qui, aujourd'hui, n'ont pas... tout à l'heure, Marc disait, souvent, on devient manager par hasard. Dans le middle management, c'est vrai. Et souvent, ils n'ont pas été formés ou pas assez formés aux pratiques, qui est la vraie compétence managériale. Effectivement, ils sont les plus performants dans leur métier. Ils ont un savoir-faire qui est peut-être meilleur que leurs collègues. Et alors, en quoi est-ce que ça transforme des gens en managers, quoi ? Bon. Or, toute la problématique aujourd'hui, c'est le savoir-être, qui est, à mon sens, beaucoup plus prégnant que le savoir-faire. Le savoir-faire, on peut toujours l'acquérir. Voilà. On peut toujours se former, on peut toujours apprendre des nouvelles techniques. C'est jamais que de la technique. Le savoir-être, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, on a engagé depuis plusieurs années maintenant, dans les différentes agences, tout un travail de décloisonnement. Parce qu'en fait, quand je parle du passage de la pyramide à l'atome, c'est rentrer dans des vraies logiques de collaboration versus des logiques de territoire. On ne peut plus vivre dans des logiques de territoire, dans des bunkers. Les journalistes sont dans leur bunker, enfin étaient. Les commerciaux étaient dans leur bunker, les animateurs des ventes dans le leur, etc. Et ça ne fonctionne plus. C'est juste plus possible. En tout cas, à l'échelle de toutes petites unités comme les nôtres, c'est devenu totalement impossible. Donc, décloisonner, d'une part, faire en sorte que chacun, non pas fasse le métier des autres, mais au moins comprenne la logique et les contraintes des métiers des autres. Alors pour ça, on a inventé plein de trucs, notamment ce que j'appelle les MISIS, les mini-stages interservices, où chacun va passer une demi-journée ou une journée sur le terrain avec quelqu'un d'autre. Les journalistes, par exemple, vont passer une journée à la comptabilité. Truc insensé. Et inversement, les comptables vont passer une journée avec un journaliste sur le terrain. Tout aussi insensé. Voilà. On arrive à avoir un directeur général qui va passer une demi-journée à l'accueil. Et inversement, une assistante d'accueil qui va passer une demi-journée avec le directeur général. Ça donne des idées, quand même.
Ça donne des idées à tout le monde. Ça permet d'avoir des petites ouvertures comme ça. Tu te dis, bah tiens, quand la comptable m'appelle, je suis en plein bouclage pour me demander si j'ai bien rempli mon tableau de bord de véhicule. Je comprends à quoi ça sert, mais elle va aussi comprendre, parce qu'elle est venue voir ce que c'était un bouclage, que c'est peut-être mieux qu'elle l'attende le lendemain du bouclage pour m'appeler, etc. J'ai envie de vous poser une question justement par rapport à ça, parce que je voyais les petites remarques, ça tweetait. Là, il y en a qui disent oui, c'est bien sympa, mais enfin bon, il faudrait peut-être quand même que les RH, on les voit pas qu'à l'entrée et à la sortie, parce qu'on les voit 2 fois par an, au moment de l'accueil et puis au moment dans leur vie professionnelle. C'est-à-dire une fois pour l'accueil, une fois quand ils s'en vont éventuellement. Bon. Alors, moi, j'assure par exemple une permanence RH tous les mois, qui est une porte ouverte où tous les salariés peuvent venir parler de ce qu'ils veulent. Je n'ai pas le sentiment qu'ils me voient qu'une fois à l'entrée et à la sortie. Alors, moi, de mon côté, une de mes missions principales, c'est d'accompagner le management. Donc, je suis à un moment donné à leur côté, au quotidien, chaque semaine, chaque mois, pour les écouter et travailler avec eux pour trouver des solutions pour gérer, organiser et structurer leurs équipes. Donc, on n'est pas, certes, on est au début, et j'ai envie de vous dire, je poserai aussi une question. Moi, ça fait 10 ans que je connais la presse. Ça fait 3 ans que j'ai pris cette fonction aussi dans le cadre de la formation professionnelle, et donc j'étais très content d'entendre tout ce qui se disait tout à l'heure sur la formation professionnelle. Mais par exemple chez les journalistes, je me suis aperçu il y a 3 ans qu'il y avait beaucoup de groupes qui ne donnaient pas la place aux ressources humaines pour être au premier niveau de recrutement de leurs pairs. C'est-à-dire qu'ils se recrutaient entre eux et à un moment donné, à aucun moment les ressources humaines pouvaient arriver pour analyser la personne qui était en face et sur sa capacité à se transformer et à devenir quelqu'un d'autre. C'est une de mes principales missions aujourd'hui. Donc les RH sont au début, sont pendant, c'est-à-dire qu'ils sont en accompagnement du management, en accompagnement des collaborateurs. Surtout en ce moment, depuis 3 à 4 ans, on a des gens qui ont un quotidien qui chaque semaine, chaque mois change. C'est-à-dire on leur demande en permanence du changement, on leur demande en permanence de nouvelles choses à apprendre. Et on n'a jamais autant, en tout cas chez nous, investi en formation depuis 3 ans. Alors bien entendu avec votre aide, avec aussi la volonté en interne de financer des parcours de formation. Et j'ai envie de vous dire, on est aujourd'hui au quotidien. On est au quotidien et on est en train d'essayer de mettre en place un certain nombre d'outils. On est en train d'essayer de voir comment on peut essayer de rattacher nos managers à des chartes du management, parce que les valeurs disparaissent, les devoirs disparaissent. Parce qu'aujourd'hui, un manager, quand il prend cette fonction-là, il doit aussi savoir dans quel cadre il s'inscrit. Et il y a beaucoup de groupes. Quand vous arrivez dans un groupe de presse, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, par la direction générale et par les collaborateurs. Donc aujourd'hui, on est en train de remettre en place des choses qui sont basiques et qui fonctionnent dans beaucoup de groupes, mais qui ne sont pas dans l'environnement des médias. C'est la charte du management, c'est des parcours de formation, où quand on devient manager, et ben pendant 3 ans, on va essayer de prendre des acquis, on va essayer d'avoir les mêmes référentiels. On va se dire que quand on prend cette fonction-là, on ne la prend pas uniquement pour le salaire, je reviens là-dessus, on la prend aussi parce qu'on a des enjeux, des objectifs à gérer, à prendre en charge. Et on a surtout, je dirais, des gens à transformer. Des gens vraiment à transformer. Et ça, c'est tous les jours. On n'est jamais en déconnexion de ce qui se passe. Et on n'est pas à l'entrée ou à la sortie. On n'est pas en recrutement et on n'est pas en licenciement aujourd'hui des collaborateurs. On est vraiment au cœur. Et moi, je poserai la question toute simple. Et je laisserai la parole ensuite. C'est sans que ça soit, entre guillemets... aujourd'hui, on n'est que tous les deux à être la fonction ressources humaines. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui, beaucoup d'RRH qui auraient pu être avec nous à cette table ronde. Donc il faut se poser la question de savoir pourquoi ils ne sont pas déjà en face de vous. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est pourquoi on ne les associe pas plus à la démarche de construction de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on a, nous, l'avantage de ne pas être la tête dans le guidon. Donc c'est aussi redonner une place à l'ensemble des interlocuteurs pour que tout le monde réapprécie les enjeux qu'on a ensemble. Et qu'aujourd'hui, le manager est très, très seul dans l'entreprise, dans l'organisation de l'entreprise. Et plus l'entreprise est grosse, plus il est seul et plus il est face à ses collaborateurs. Donc aujourd'hui, posons-nous ces questions de comment est-ce qu'on va avoir les RH et comment cette fonction de ressources humaines, elle est à nouveau réappréciée dans les entreprises de groupes de presse qui n'ont été là que pour discuter le dialogue social, pour discuter des accords droits d'auteur et discuter de licenciement économique ou de restructuration dans le monde de l'entreprise. Donc on ne leur a pas donné du tout l'autre vision de mener une transformation, on leur a plutôt donné le côté le moins sympa de la fonction, qui est de voir comment est-ce qu'on fait en sorte que des entreprises continuent à vivre.
Je ne pense pas que ce soit spécifique à la presse, ceci dit. On pourra y revenir. Mais... Alors, je peux donner des exemples du secteur de l'automobile qui ont vécu la même chose, bien entendu. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est notre cœur de métier aujourd'hui, c'est d'être dans les médias. Et on a, nous, la chance d'avoir une transformation des médias avec des compétences qui changent beaucoup, où le rôle de chacun va devoir être réapprécié. Et que l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui marchent à l'extérieur et qui doivent nous inspirer. Et je terminerai sur ça. Moi, je ne l'avais pas vu avant. On a vu la communication arriver chez nous. C'est un gros mot quand on parle de communication et d'information dans le monde de la presse. Quand on regarde la compétence d'un chef de projet éditorial du monde de la communication qui a été lui-même formé des écoles de journalistes et qu'on le voit mener des projets à des finalités différentes, je vous l'accorde. Et quand on voit toutes les compétences qu'il associe aujourd'hui, de pilotage de gens extérieurs, de pilotage de gens en interne, avec des compétences très différentes, et dont on voit au final le travail qu'il fait, je me dis qu'il y a des organisations, en tout cas dans les agences de presse ou les agences de communication éditoriale, qui nous ont donné des chemins et qu'il faut peut-être essayer de voir comment on peut s'en inspirer. D'accord, donc ça c'est pas mal, effectivement, aller voir ailleurs. Alors justement, on va pas voir trop ailleurs, mais on va voir dans les moi je voulais recentrer un peu... Est-ce que la problématique se pose de la même façon ou est-ce que le cadre est le même? Alors ce qui était, enfin je voulais un tout petit peu réagir aux propos de Marc, c'était de dire, effectivement, alors Thierry Choumeng, donc moi je m'occupe, dans le groupe Amaury, je m'occupe des imprimeries du groupe. Voilà, donc moi je suis sur la branche print à plein, à 100%. Donc voilà, un peu ma réaction, c'était de dire aujourd'hui il y a des nouveaux métiers qui se développent. Effectivement, on va pouvoir on va pouvoir mettre en place un management pour accompagner cette mutation. Par contre, moi je dis il y a aussi le management pour ceux qui restent. Et quand je dis ceux qui restent, je pense bien sûr à la branche industrielle. Clairement, en termes de print, à moins que l'Internet s'arrête demain, je vois pas ce qui va pouvoir inverser la baisse des tirages. Donc on est suréquipé en France d'une manière générale. Il va falloir se restructurer. Et aujourd'hui, je me dis qu'en termes de management, pas se dire que quand on a des jeunes de 25 ou de 30 ans, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que clairement, ça ne durera plus 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, on imagine très peu de gens renouveler le routier industriel, notamment au prix des rotatives. On voit bien d'ailleurs que les principaux fournisseurs de rotatives, MAN est en défaut, MAN est en dépôt de bilan, Vifac a arrêté, enfin voilà, il y a des vraies difficultés. Donc aussi dans la branche management, on peut aussi accompagner, s'occuper des nouveaux métiers, du web, enfin voilà, et se projeter dans l'avenir. Maintenant, il faut aussi qu'au quotidien et aussi à moyen terme, on se dise comment on fait pour accompagner toutes les personnes qui travaillent sur le papier. Alors là, je parle bien sûr de ma branche, mais peut-être on peut l'étendre à d'autres métiers dans le secteur, et comment on les aide et on les accompagne à sortir et à se reconstruire et à retrouver un nouvel environnement. Et ça, c'est une question qu'on n'aborde pas parce que c'est un peu une question taboue. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes écoles pour se dire, voilà, aujourd'hui, je tire tant, la baisse moyenne, elle est de tant, et dans 3 ans, j'ai une rotative de trop là, j'en ai une là, et ce que je raconte, là, c'est vrai partout. Donc il faudrait quand même à un moment donné que ce sujet-là, il soit posé et mis sur la table. Et là, on a peut-être une chance de faire les choses proprement. Je dis toujours, il y a de l'argent dans la presse. Enfin, il y en a eu en tous les cas. Il doit en rester encore un peu. On est souvent aidé par l'État. Bon, il y a ce qui a été mis en place sur Paris, qui était un premier pas. Mais il faut vraiment que ça devienne une priorité. On peut pas se dire comme ça, on arrête une rotative et c'est fini. Surtout que les gens sont pas du tout prêts à ça, quoi. Dans nos métiers, alors là, la bunkérisation, dans les imprimeries de la presse parisienne, c'est plus de la bunkérisation. Là, c'est carrément une autre planète. Donc, clairement, personne s'attend. On voit bien les difficultés à vivre ça, et c'est des sujets qu'on n'aborde jamais, quoi. On est vraiment dans un leurre. Donc ça, c'était mon premier point. Deuxième point, c'est que le management de proximité, parce qu'on peut pas tous être top manager. Il faut aussi des gens qui encadrent des équipes. La difficulté, c'est qu'on a souvent fait appel à l'expertise technique, en tous les cas dans nos métiers. Donc là, en termes de management, on n'a vraiment pas beaucoup de réponses. Moi, j'imagine mon rôle de manager comme un prestataire de service. Moi, je suis là pour que les autres travaillent bien. Je suis pas là pour faire le boulot. Si c'est moi qui dois faire la production, c'est quelque chose qui va pas. Par contre, si chacun fait bien son boulot, c'est que j'ai dû leur donner les moyens, les outils pour que les gens puissent s'exprimer dans leur travail. Donc là, pareil, on est souvent sur des espèces aujourd'hui, on accorde souvent plus de temps aux institutionnels, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup plus de temps à manager les syndicats et les partenaires sociaux que de manager nos salariés. Il faudrait aussi se reposer un tas de questions autour de ce thème-là. Moi, j'ai mis en place, là, avec un peu de succès, parce que c'est la première fois que j'avais une vraie réponse, j'ai mis en place du coaching individuel pour mes N-1. Parce que clairement, le coaching, souvent les gens, ils ont au fond d'eux-mêmes une petite fibre de manager, mais ils n'osent pas l'exprimer. On est dans des mondes tellement conditionnés. Nous, dans ce monde-là, tout a été bâti autour du rapport de force. Donc clairement, tous nos réflexes, toute notre attitude, et c'est déjà prêt.
on est conditionné, complètement conditionné. Donc j'ai vu le coaching, j'ai vu des vrais résultats, des gens qui ont pu faire la paix avec eux-mêmes, se retrouver. Enfin voilà, donc ça les a bien aidés. Donc voilà, ça c'est une expérience que moi j'ai personnellement vécue. Moi je le fais encore aujourd'hui. Enfin je pense que c'est bien d'avoir des accompagnements individuels. Il faut qu'on sorte des cadres, le stage de 3 jours de formation de management où on vient vous raconter. Voilà, vous travaillez dans le livre, on vient vous raconter ce qui se passe dans l'automobile. Honnêtement, il n'y a personne qui est prêt à l'entendre. Ça c'est voilà, c'est un peu. Et puis ma dernière réflexion, voilà. Le temps aussi, le temps qu'il faut prendre. Je veux dire, on est dans des sociétés où voilà, il faut toujours produire, mais prendre le temps de l'écoute, c'est quand même relativement important. Après, il faut savoir effectivement maîtriser ce temps-là, mais faites voir autour de vous, je suppose que vous êtes tous managers quelque part à un moment donné dans vos métiers. Il y a des gens avec qui vous avez simplement jamais discuté, hein, c'est tout. Alors que vous discutez toujours avec les mêmes, quoi. Donc à un moment donné, c'est aussi une organisation de la gestion de son temps. Enfin voilà. Donc c'est un vaste sujet le management et je pense que en tous les cas c'est quelque chose à développer et on réussira que comme ça. Voilà. C'était mon intervention. Belle transition parce que visiblement vous ne voyez pas souvent, vous faites partie du même groupe, donc c'est parfait. Donc Marc, est-ce que tu pourrais nous illustrer ces éléments en nous expliquant justement comment tu fais pour stimuler les équipes, comment tu les motives? Je pense notamment au rapprochement qu'il a fallu engager entre web et papier au niveau de l'équipe et qui a été quand même une très belle opération. Donc, comment ça s'est passé au quotidien? Quelles difficultés tu as rencontrées? Alors, un petit recadrage d'abord. C'est-à-dire que moi, je suis à l'équipe depuis 2 ans. Avant, j'ai travaillé 8 ans chez Next Radio. J'ai participé au lancement de BFM TV et à la relance d'RMC, de BFM Business maintenant. Et auparavant, j'étais chez Prisma Presse et très brièvement, je dois dire que avant d'inventer le manager des médias de demain, il faut humblement constater que cette fonction la fonction management dans la presse, dans les médias, est pas du tout valorisée. On ne sort jamais de l'opposition entre les DRH et les directeurs de rédaction, avec beaucoup de difficultés. C'est très compliqué. Et donc moi, au quotidien, j'ai une fonction de secrétaire général de la rédaction auprès du directeur de la rédaction, Fabrice Jouot, et qui consiste effectivement à l'assister sur tout ce qui n'est pas éditorial. Et là-dessus, les questions de management, d'organisation, de décloisonnement, parce que je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure, sont cruciales. Et l'équipe et effectivement le groupe Amaury est relativement cloisonné. C'est en train de changer maintenant avec un directeur général groupe qui pousse dans ce sens-là. Et tout est cloison. C'est-à-dire que l'équipe quotidien est cloisonnée entre les sports. C'est-à-dire qu'il y a le rugby, il y a le foot, il y a le cyclisme. C'est des organisations historiques qui datent de plusieurs décennies. Et déjà au sein du journal, il y a un travail de décloisonnement que Fabrice a engagé. Il y a des cloisonnements entre le quotidien, le print et le web. Donc, comme Nathalie le rappelait, on a réussi, après 11 ans d'opposition, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, à rapprocher les deux rédactions. Aujourd'hui, la rédaction web vient de s'installer le 1er septembre dans les locaux du quotidien. C'est une victoire assez modeste, parce que pour l'instant, c'est juste géographique. On ne s'est pas encore posé toutes les questions d'organisation qui vont avec. Elles sont en train de se poser, mais on avance sans a priori et tout doucement. Et donc ça, ce décloisonnement, c'est très important. Maintenant, j'ai envie de dire au quotidien comment ça se passe. C'est-à-dire, est-ce que comment vous avancez? Vous inventez des nouvelles choses, ou alors vous voyez se faire des choses, vous vous dites tiens, c'est pas mal, on va pouvoir repiquer ça. Est-ce que c'est des pratiques au quotidien, tout ça? Est-ce que c'est par exemple le café où les gens se rassemblent? Je pense qu'on est effectivement assez empirique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de On a des convictions, mais on n'a pas de certitude sur ce qu'il faut faire. Donc on a la conviction effectivement qu'il faut que les gens se rapprochent, travaillent davantage ensemble. On part vraiment de loin. C'est-à-dire que là, c'est marrant d'écouter Thierry raconter qu'il a mis en place du coaching dans les imprimeries. On a démarré du coaching à la rédaction. J'ai l'impression que depuis 25 ans, à part quelques expériences qui n'avaient pas vraiment abouti, on touche vraiment quelque chose où il y a de la formation au management qui n'est pas tabou, qui est conçu comme un vrai service, un vrai assistanat pour des gens qui ont pas mal de problèmes à régler au quotidien et à qui on a jusqu'à présent demandé effectivement surtout de gérer des flux, de gérer des contenus, de gérer des plannings, de gérer des budgets. Et là, donc, on leur dit, attendez, on a compris que c'était difficile votre boulot, de quoi avez-vous besoin? On va vous donner des outils, on va vous accompagner. Et voilà, donc ça c'est très important parce que ça n'existait pas du tout. Des formations interentreprises aussi où on envoie les gens, notamment une formation, on a mis en ligne une espèce de catalogue de suggestions de formation
Et la formation manager bimédia ou multimédia de l'ESJ Pro a beaucoup de succès et c'est assez marrant. Donc je trouve que c'est intéressant parce que les gens s'ouvrent, ils rencontrent d'autres managers dans d'autres rédactions, dans d'autres entreprises. Et ça, c'est très important parce que l'équipe a longtemps été une tour d'ivoire. C'est-à-dire qu'on a pris pas mal de retard, comme on était leader et que tout allait plutôt bien. Quelquefois, les crises sont dures à vivre, mais elles ont le bénéfice de se rattraper et d'aller plus vite. Moi, je l'ai vu parce que j'étais malheureusement à BFM Radio quand il y a eu un dépôt de bilan et un rachat par Alain Veil. La transformation de l'entreprise, elle a eu lieu aussi à ce moment-là, parce que BFM Radio, c'était une entreprise qui n'était pas très bien organisée, qui était un peu lourde, avec des dizaines de pigistes qu'on n'arrivait pas à embaucher. Ça a été très malheureux, le dépôt de bilan, et en même temps, le rachat a permis une relance, une restructuration et d'avancer à toute allure. Donc, quand ça marche comme à l'équipe, heureusement, ça continue de marcher, même si c'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 15 ans, on prend du retard parce qu'on ne se remet pas en cause, on ne se pose pas de questions, on ne va pas voir ce qui se passe à l'extérieur, on n'a pas de réseau. C'est-à-dire que là, c'est symptomatique aussi de voir qu'il y a 4 responsables du groupe Amaury qui sont là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le groupe Amaury, il y a de l'ouverture, il y a de la curiosité, on va à l'écoute, et à l'équipe, ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, on part effectivement de choses assez concrètes, c'est-à-dire que dans les 2 étages de la rédaction de l'équipe, il n'y avait pas de salle de réunion. Donc ça, on en a créé 2 depuis un an. Le rapprochement géographique de la rédaction print et de la rédaction web, c'est évidemment crucial parce que les gens ne se connaissaient pas, ils n'étaient pas dans les mêmes locaux, ils n'avaient pas le même management, la même direction. Donc aujourd'hui, ils se croisent, mais c'est encore modeste. On a organisé lundi dernier un pot où la rédaction web a accueilli les gens du print. Donc on avait produit des photos de chaque journaliste du web avec leur nom. Il y avait du champagne ? Non, on avait pris du Sancerre. mais donc, on pense que dans ces questions-là, l'humain occupe une place importante. C'est-à-dire que, c'est pas conceptualisé, mais moi j'ai la conviction que on doit trouver le moyen de convaincre chacun individuellement, et notamment chaque manager, de l'intérêt qu'il a, y compris pour lui-même, à s'approprier des idées de changement, à participer à une forme de communauté de management. Donc ça passe effectivement par la connaissance, par le fait de se croiser, d'organiser des réunions, de faire des people review éventuellement, où plusieurs managers parlent ensemble des salariés qu'ils ont à coacher ensemble dans un service. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout communes, pas du tout habituelles. Et puis, effectivement, on expérimente des choses. Aujourd'hui, on a une cellule iPad qui a été mise en place il y a 6 mois et qui réfléchit à la traduction du quotidien sur ce nouveau support, et qui regroupe à la fois des gens de la rédaction, des gens du Parisien qui nous ont rejoints, un iconographe qui vient du service photo et des consultants extérieurs. Donc on n'est pas pionnier dans ce genre de travail participatif, c'est tout à fait nouveau. Fabrice a aussi créé de nouvelles pages grand format qui réunissent des journalistes issus des différentes rubriques. Donc c'est aussi une façon de rapprocher, de créer des points communs. Voilà ce genre d'expérience. Mais c'est encore balbutiant et ça va lentement parce que l'équipe, plus l'équipe mag, plus l'équipe web, c'est environ 300 journalistes. Et c'est un paquebot qui avance à son rythme et où on n'est pas non plus dans une pression, dans une urgence. Voilà, donc on travaille dans la prise de conscience. La rédaction était vraiment sous-formée. C'est-à-dire qu'aller en formation, c'était pas du tout habituel. Demander une formation, c'était faire un aveu de faiblesse. Alors qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, quelques années, on a recensé tous les besoins de formation et la RH est vraiment surprise et voit une explosion des demandes. Donc on n'arrivera pas à tout satisfaire. Mais voilà, ce travail paye au quotidien, mais vraiment c'est modeste. Et voilà. Avant de repasser peut-être les questions à la salle, je vois qu'Ismène voulait réintervenir. Moi, je voulais aussi poser la question des solutions, justement. Tu l'as un petit peu abordé, mais les solutions, est-ce que c'est les formations? Est-ce que c'est le coaching? Est-ce que c'est, parce que Thierry disait, les formations, on va vous apprendre à manager, mais véritablement, est-ce qu'on peut apprendre à manager, hein? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ou est-ce qu'il faut penser à un autre type d'accompagnement, et à ce moment-là, c'est quoi? Oui, bon, pour moi, je pense que les formations, c'est indispensable, mais voilà, ça ne réglera jamais tout. Et que quand on veut travailler sur l'humain, effectivement, il faut passer à autre chose. Donc, pourquoi pas le coaching? Je ne sais pas si vous avez vu, Psychologie Magazine a lancé il y a un mois à peu près la journée de la gentillesse.
Vous allez me dire, alors quel rapport? Quel rapport? La journée de la gentillesse, c'est l'idée d'avoir davantage de bienveillance au travail. C'est dans le numéro de ce mois-ci, je ne fais pas de la pub, mais c'est très intéressant. En DRH, comment est-ce qu'on peut avoir davantage de bienveillance au travail, puisqu'on est sur effectivement de l'humain. Voilà. Et nous, on a créé depuis 2004 un petit groupe de middle management, enfin une douzaine de middle managers de tous les services qui se retrouvent une fois par mois et qui ne travaillent que sur les problématiques transversales. Ça a créé du lien au fil du temps. C'est des gens qui maintenant se connaissent très bien. Il y a un animateur des ventes, il y a un commercial, il y a un journaliste, il y a une comptable, il y a tout ce qu'on veut. Et ça a irrigué, ça a permis d'irriguer dans l'ensemble de l'entreprise des savoir-être et des comportements complètement différents. Et là, on a commencé à travailler il n'y a pas longtemps avec eux, parce que je les réunis une fois par mois, sur les risques psychosociaux. Aujourd'hui, c'est une obligation. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Et je pense que la conclusion de ce groupe de travail sera, parce qu'on a commencé à en parler, oui, mais nous, on veut adhérer à la charte plus de bienveillance au travail. Alors, si on adhère à une charte, ce n'est pas juste pour le principe d'adhérer à une charte, c'est pour en faire quelque chose. Voilà. Et ça va forcément induire plein de choses. Dans tous les services, au niveau de la direction générale, voilà, il va y avoir une espèce de contrainte morale d'avoir plus de bienveillance au travail. Ça veut dire quoi? Le droit à l'erreur, plein de choses. Il y a cette question de charte aussi, que vous évoquiez aussi, Marc. Il y a une charte, maintenant il va falloir développer des chartes. Disons, c'est en tout cas un référentiel commun. Après, on le formalise, voilà, bon, c'est une formalisation. Mais c'est une réflexion sur qu'est-ce qui prime, au fond. Qu'est-ce qui prime et quel sens ça a tout ça? Oui, alors moi, j'avais pas lu Psychologie Magazine. Donc voilà, non, juste pour dire que par rapport effectivement, là, vous savez, donc avec le document unique et l'évaluation des risques, là, qui est une obligation dans nos entreprises. Donc effectivement, depuis qu'il y a ces risques psychosociaux là qui sont intervenus, il y a beaucoup de choses qui évoluent autour de ça. Alors là, il y a plusieurs solutions. Vous prenez un cabinet extérieur, vous vous couvrez et puis ça le fait. Donc nous, on a choisi une autre méthode. Où là justement, je travaille avec des gens qui sont spécialisés dans la communication non violente, parce que aujourd'hui, encore une fois, moi je suis dans mon univers où c'est un petit peu quand même un petit peu stéréotypé. Mais voilà, c'est souvent le premier facteur, c'est le manque d'écoute et le manque de respect, parce qu'on est dans un monde où c'est le rapport de force qui a été qui a toujours été la règle, Et je pense que ça, c'est vraiment un problème. Et que si on arrivait dans les entreprises à plus de bienveillance, à faire attention à l'autre, là, on a l'impression on va finir par refaire des cours de morale dans les entreprises si je continue. Mais je veux dire que clairement, il faudrait qu'on arrive à instaurer un autre environnement pour chacun, On peut pas continuer là entre la pression des objectifs, entre la pression économique. Si en plus, quand on passe la porte, il faut s'en prendre dans tous les, ça devient plus possible, C'était une réflexion. Donc ça veut dire revenir vraiment au basique, d'une certaine manière, savoir se saluer, remettre l'homme un petit peu au centre, tout simplement. Marc, sur la question de charte, qu'est-ce que vous mettez dans votre charte, vous? On a des valeurs et puis on a des actions, en fait. Pour vous donner quelques éléments d'action, on se dit qu'on doit, dans une démarche d'exemple, on doit faire adhérer, faire participer les gens, on doit former les gens, on doit les évaluer, on doit leur donner des objectifs. On essaye de reprendre, je dirais, des choses assez basiques. Tu le disais, c'est pour essayer de se redonner de la clarté dans le contrat de confiance qu'on doit fixer avec notre collaborateur. Donc on a l'impression de revenir en arrière, mais je crois qu'on a perdu ces éléments-là. Et puis on le disait tout à l'heure, on a des générations nouvelles qui arrivent. Il y a une génération X, une génération Y. On oppose toutes ces générations-là alors qu'on devrait travailler ensemble. Cette génération Y, elle ne nous demande pas plus de choses ou des choses différentes de la génération X, sauf que eux, ils ont l'avantage de pouvoir l'exprimer clairement. C'est-à-dire qu'ils le disent. C'est-à-dire qu'ils sont plus cachés, ils sont plus dans leur coin, et ils se disent, écoutez, vous êtes gentils, vous, au monde de l'entreprise. Aujourd'hui, nous, vous voulez qu'on fasse ça, en face, il faut mettre ça. Donc on est dans un partage égalitaire où on doit, les uns et les autres, communiquer pour essayer d'avancer ensemble. Et on va rejoindre ce que vous faites chez vous. On est en train de se dire, il faut former les gens, il faut accompagner, il faut faire du co-développement. Mais c'est-à-dire que depuis 10 ans, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que les gens, quand ils prenaient des fonctions, on ne les intégrait pas, on ne les accompagnait pas. C'est-à-dire qu'on les projetait. Donc on est en train de reprendre ces éléments-là, on est en train de les remettre dans le bon sens. On est en train de se dire qu'à partir du moment où on recrute quelqu'un, après il faut les intégrer. Après les avoir intégrés, il faut les accompagner. Et puis
comme tu le disais tout à l'heure, il y a le droit à l'erreur. Quand on les accompagne, on peut se planter. On peut aussi grandir avec nos erreurs. Et donc, il faut remettre tout ce continuum dans la chaîne managériale, dans la relation de confiance avec le collaborateur, pour qu'on retombe dans un monde, en tout cas, qui nous paraît à tous être un monde normal. Et on a l'impression de revenir en arrière. Donc, c'est déjà ce postulat. Des outils, des valeurs qui sont classiques, et essayer ensuite, derrière, dans un climat, je dirais, dans un environnement conjoncturel pas propice, parce que tout ça, on le fait souvent avec derrière, je dirais, le précipice. Donc nous, on est plutôt dans une posture inverse dans le groupe dans lequel je suis. Donc on est plutôt, ça va plutôt dans le bon sens, parce que quelque part, il y a des moyens pour pouvoir faire les choses, et puis on n'est pas en train de parler de disparition d'emplois. Donc on est en train de se dire aujourd'hui, le manager, quel rôle on lui donne? Est-ce qu'il peut manager tout type de personnes? Est-ce qu'il peut manager des experts? Est-ce qu'à un moment donné, un manager n'est pas forcément un expert? Ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas aujourd'hui le métier de la personne, et donc du coup, il sera dans d'autres prédispositions. Il ne sera pas en train de lui apprendre son métier. Il ne mettra pas en évidence sa compétence sur ce qu'il pourra lui apprendre. Il mettra sa compétence sur ce qu'il peut lui apporter. C'est-à-dire quel recul je lui donne, comment est-ce que je lui donne de la clarté, comment est-ce que j'essaye de traduire avec lui tout le cheminement du travail qu'il devra faire pour atteindre des objectifs. Et donc nous, aujourd'hui, on est en train de se dire comment est-ce qu'on rapproche des services ensemble qui ne sont pas des mêmes métiers, comment est-ce qu'on met des têtes uniques qui pourront après avoir des managers plus expérimentés, mais en tout cas il faut du lien. Il ne faut plus une direction des rédactions d'un côté, il ne faut plus une direction commerciale de l'autre. Je ne suis pas en train de vous dire, je suis pas en train de vous réinventer l'éditeur, l'éditeur a encore une vie devant lui, mais on est en train d'essayer de voir comment on peut casser par le bas le responsable en chef technique, comment on peut casser le premier SR, le premier maquettiste, pour qu'ils puissent travailler au sein d'une même rédaction où à un moment donné, ils ont des compétences différentes et ils devront travailler sur un unique projet. Et donc, aujourd'hui, le rédacteur en chef est en train de se transformer en un chef de projet. Aujourd'hui, il doit utiliser toutes les compétences qui étaient en général sur des services différents pour essayer d'avancer en reprenant tous les outils qui ont été élaborés, le coaching, le co-développement, et ça, je terminerai sur ça parce qu'on ne l'a pas vu tout à l'heure. Ça, c'est un élément important de l'année 2012. C'est comment est-ce qu'un rédacteur en chef peut travailler avec un chef de projet marketing, un chef de projet éditorial sur leurs problématiques quotidiennes en tant que manager. On disait, à un moment donné, quand on fait une formation, on a peur de la demander parce qu'on fait voir qu'on ne sait pas faire. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui n'ont pas bien fonctionné depuis 5 ans. Dans cette démarche-là, en mettant en place des gens qui travaillent ensemble avec des problématiques différentes et essayent ensemble de trouver des solutions, on arrivera, encore une fois, à isoler, à faire en sorte que les gens ne soient plus isolés dans leur environnement. Donc ça, c'est une autre démarche de co-développement qui est un peu en place chez toi. C'est du co-développement, des valeurs, des actes, refixer des cadres d'écoute, d'échange classiques. On s'aperçoit des fois que l'entretien annuel, c'est un temps d'écoute qui dure 2 heures, et quand on fait le cumul des autres temps d'écoute qu'il y a eu, que l'entretien de management annuel était finalement plus important que tout le reste des moments d'écoute. Je ne sais pas si j'étais clair quand je vous ai dit ça. Il y a un moment donné, chaque semaine, chaque mois, il y a des choses qui doivent se passer avec nos équipes, et aujourd'hui, on l'oublie. On l'oublie parce qu'on est dans la production, on est dans l'opérationnel, et on ne prend plus de recul. J'aimerais bien passer le micro à la salle s'il y a des questions. Moi, j'en ai une, mais si vous avez des questions, allez-y. Est-ce que ça résonne chez les uns, chez les autres, tout ça? Oui. J'arrive. Bien. Je suis François Meckel, je fais du conseil de la formation dans la presse. Par rapport à tous vos besoins, j'aurais voulu savoir, parce que vous parlez de cabinets, de consultants, vous parlez. Quelle est la vision et l'image que vous avez d'une part des écoles de journalisme? Je veux dire, est-ce que vous pensez que les écoles traditionnelles sont sensibles à tout ce que vous énoncez là? Est-ce qu'elles sont des forces de proposition par rapport à vos questionnements? Ou bien est-ce que vous avez plutôt tendance à aller justement, pour rebondir un peu sur la question des métiers qu'énonçait monsieur tout de suite, est-ce que vous avez tendance à aller chercher des ressources à l'extérieur de ces structures traditionnelles? Alors, de mêler les deux éventuellement. Aujourd'hui, il y a deux ruptures. Il y a 3 ans, on se serait vu il y a 3 ans, je vous aurais dit que les écoles de journalistes n'étaient plus du tout en phase avec le marché, et en déconnexion totale. On a eu un exemple tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements en 3 ans. J'ai dit il y a 3 ans.
Mais on vous laissera la parole si vous voulez, parce que depuis tout à l'heure, je m'exprime. Et j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre nous. Et je voudrais que vous puissiez exprimer ce que vous avez à nous dire. Je pense que c'est important aussi d'avoir une clarté et en tout cas une vision assez collective. Je disais, il y a 3 ans, on se serait rencontrés. Je ne vous aurais pas dit ce que je vais vous dire maintenant. C'est que je pense que les écoles de journalistes ont mis peut-être trop de temps, mais en tout cas, elles l'ont fait. C'est qu'aujourd'hui, ils se sont à nouveau reconnectés avec nos attentes. Moi, dernièrement, j'ai fait une formation avec le CFPJ pour tous nos rédacteurs en chef, pour les emmener en prise de parole en public. Et j'étais très étonné de la qualité de ce qui nous a été donné. Et en tout cas, ça colle pile poil à ce qu'on souhaite aujourd'hui. Après, on va chercher ailleurs, dans d'autres environnements, des formations de gens qui ne sont pas uniquement dans la structuration médias et presse. Parce qu'aujourd'hui, on veut pouvoir aussi s'élargir et voir ce qui marche ailleurs. Donc on fait aussi appel à d'autres formateurs qui sont plus dans le mode coaching aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont en train de coller à la stratégie d'entreprise, stratégie à la réalité de l'entreprise, coller à la stratégie, aux demandes des collaborateurs. Parce que tout ça, c'est bien beau, hein, le catalogue de la Ségos, j'ai rien contre la Ségos, ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça n'en règle pas du tout d'ailleurs, hein, des fois. Hein. C'est d'essayer de voir comment, à tous les étages, sur l'entreprise, le management et les collaborateurs, on arrive à avoir un coaching qui va être vraiment une écoute supplémentaire. Donc, les deux aspects. C'est de la formation qui est présente aujourd'hui dans les écoles, le SJ Pro, l'IPJ, le CFPJ font partie des gens avec lesquels on travaille en permanence. Wanifra, je ne sais pas si les gens connaissent, les gens de chez Wanifra qui sont assez proactifs dans la démarche avec une dimension plutôt internationale. Donc il y a un regard sur d'autres frontières qui est très intéressante, qui accompagne aujourd'hui nos équipes sur la partie print, mais aussi sur la partie commerciale. Ça, c'est un élément qui est important puisque ce sont les deux populations très importantes chez nous. Ça répond à votre question ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce que moi, j'avais envie de poser une question sur le management des gens qui ne sont pas dans la rédaction, justement. On l'a vu ce matin, on l'a évoqué, il y a de plus en plus de gens qui, à un moment donné, vont intégrer une logique projet parce qu'ils vont participer à une nouvelle ligne éditoriale, etc., et qui ne sont pas forcément dans un lien de subordination avec la rédaction. Donc, ils vont avoir un statut différent, des pigistes ou des réseaux professionnels extérieurs. Comment on fait pour travailler avec des gens comme ça quand on sait qu'effectivement, ils ne vont pas forcément avoir le même statut, le même rôle, la même mission que ceux qui sont dans la rédaction ? Je ne sais pas, peut-être... Marc, tu as envie de te lancer là-dessus ? Je cherche des exemples récents. J'en ai pas des masses, parce que quand on parlait tout à l'heure de consultants qui venaient travailler avec nous sur l'iPad, par exemple, c'était des prestataires de services, des gens qui font plus des business plans, des choses comme ça, des plans stratégiques, des compétences qu'on n'a pas. Donc ils fonctionnent en prestataire avec une feuille de route et on n'a pas trop de problématiques de management. Et au sein du quotidien, l'équipe, le recours à des pigistes extérieurs a été réduit. Et aujourd'hui, on est vraiment sur des problématiques de gestion interne. Donc je ne suis pas forcément bien placé pour donner un éclairage. Mais Nous, on a un élément, on a un animateur de communauté qui travaille sur un de nos pôles, qui appartient au pôle média, au pôle internet, qui est pas dans les rédactions, qui, quand il a été recruté, on a voulu qu'il soit sorti d'école de journaliste et qui est aussi fait pendant 2-3 ans de la presse. On a ce type de problème aujourd'hui, c'est qu'il vient dans la rédaction pour essayer d'animer avec cette rédaction les blogs et des aspects éditoriaux qu'il gère lui aussi. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il y a 2 ans, je dirais, il y avait beaucoup de défiance, il n'était pas du tout observé, et je dirais qu'il avançait tout seul dans son coin pour essayer de faire avancer l'audience du site sur lequel il était. Je dirais depuis 1 an et demi, avec tout le travail interne et puis tout ce qui se passe aussi à l'extérieur, avec l'ouverture de la vision de je ne suis plus juste un journaliste rédactionnel, je suis un journaliste plurimédia. On a une vraie volonté de travail en commun sur des objectifs que maintenant on fixe ensemble. Donc, mais ça reste, comme tu le disais, ça reste... après, il y a les histoires de nouvelles formules, de lancement de nouveaux sites, mais ça reste quand même assez encore cloisonné aujourd'hui. Hein. Le marketing, quand ils arrivent avec leurs idées sur des nouvelles formules, sur des nouveaux projets, ils y vont avec des pincettes encore. Hein. Ils vont pas franco. Alors, les pigistes réguliers, puisque c'est d'eux que vous voulez parler, encartés ou non encartés, n'ont jamais d'entretien annuel avec les DRH. Il faut savoir que tous ces pigistes qui viennent au dernier moment, qui prennent des dossiers qu'on appelle au pied levé,
n'ont à l'heure actuelle aucun droit. Enfin, ils ont des droits syndicaux et des droits à la formation, mais sinon, quand vous parliez tout à l'heure de recrutement, les pigistes ont quand même plus intérêt à avoir leur réseau de rédaction et à appeler directement les rédactions que les DRH, parce que c'est une pratique dans la presse, moi ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la presse, c'est une pratique qui existe toujours, c'est-à-dire que un pigiste qui cherche du boulot, il va appeler les rédacteurs en chef, les DA qu'il connaît, il ne va pas appeler la DRH. Il va postuler sur un poste au sein de l'entreprise par la DRH, mais parallèlement, il va appeler le rédacteur en chef. Et en tout cas, sur le projet d'un pigiste, son investissement dans une entreprise, il faut bien savoir qu'un pigiste qui travaille régulièrement pour certains groupes, il se sent investi, il a envie de travailler pour ce groupe. Il aimerait bien être intégré, ou il aimerait bien qu'on reconnaisse ses capacités, ses interventions. Mais ça, c'est jamais d'actualité. Alors, pour répondre rapidement, l'entretien annuel, de toute façon, c'est pas les RH qui le font aujourd'hui, c'est le manager directement, puisque ça n'appartient pas au management, au DRH d'évaluer la compétence de quelqu'un qui travaille dans un service. Ensuite, je suis très mal placé pour vous répondre, puisqu'aujourd'hui, on a une politique très différente de ce qui peut se passer à l'extérieur, c'est qu'on internalise toutes nos rédactions. C'est-à-dire qu'on n'a pas recours très peu de recours à des pigistes, et dès qu'on peut nous recruter, parce qu'un poste peut être ouvert, on le fait. Et on est plutôt en train d'essayer de voir comment on peut intégrer nos pigistes qui travaillent avec nous depuis 10 ou 15 ans et qui nous disent « Marc, on est très bien comme ça aujourd'hui, le mode de vie dans lequel on est fonctionne bien, et donc je ne souhaite pas bosser chez vous en journaliste interne ». Mais on est, je crois, un cas très rare aujourd'hui dans la profession. C'est-à-dire qu'on a 45 journalistes qui travaillent chez nous, dont 30 journalistes rédigeants. Dès qu'on peut en recruter un 31e ou un 32e, on le fait. Mais ça, c'est plus une stratégie d'entreprise, de se dire qu'aujourd'hui, on n'a encore pas dans la presse réglé la problématique de faire en sorte que le pigiste appartienne à une structure, il soit, entre guillemets, lié à la rédaction ou lié à une entreprise avec des réunions périodiques, qu'il soit bimédia, qu'il soit presse et web, et qu'il ait une démarche d'un salarié plutôt dans une logique de télétravail ou de travail géré chez lui, que de quelqu'un qui est là pour éteindre les feux, parce que c'est ce que vous disiez. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas du tout dans ces démarches-là. Les gens, ils sont complètement intégrés. Donc le pigiste, c'est les RH qui les appellent pour dire est-ce que tu veux venir bosser chez nous. Bon, une dernière intervention, puis on va arrêter, parce que je pense que l'heure tourne. Je voulais juste rappeler qu'il y avait un droit à la formation, effectivement, pour les pigistes, et que c'est relativement récent, puisque l'accord a été signé en 2009. Mais enfin, ça vaut le coup quand même de le signaler. Oui, moi, c'était juste sur la fonction RH. Moi, sur mon expérience proche, la transversalité de la fonction RH, c'est un vœu pieux, quoi. C'est-à-dire que clairement, tous les DRH que j'ai connus, encore une fois dans mon univers, c'était la prise de pouvoir, quoi. Je veux dire que clairement, c'était rien d'autre que ça. Il n'y avait aucune transversalité. Alors là, de là à imaginer qu'effectivement, pourquoi les gens viennent voir leur supérieur, leur N+1, c'est juste tant qu'on sera dans cette vision-là de la RH. Voilà, il y a aucun intérêt, quoi. La RH, c'est effectivement, c'est l'entrée, la sortie, la sanction quand ça va pas. Mais en termes de transversalité, d'aide, de soutien, d'apport, d'écoute, encore une fois, c'est une expérience qui est que la mienne. Voilà, je voulais juste souligner. Qui n'est pas la mienne, mais. Enfin bon, on leur demande beaucoup. Je pense qu'ils sont. Non, je crois qu'il faut. Plus qu'avant. On vient de l'entendre. Quand même. Pour closer là-dessus, parce que il faudrait peut-être pas juste. Je peux pas laisser finir sur un sujet comme ça. Ça, vous l'imaginez bien. C'est provocateur. Non, mais c'est super. C'est. Ça a toujours été. Aujourd'hui, les ressources humaines apportent un regard et ne sont pas dans une relation de vie et de mort du collaborateur. Ils sont juste dans une relation d'accompagnement d'un management, puisque c'était l'objectif de la table ronde auquel on assistait. C'est comment est-ce que les RH accompagnent les managers qui sont aujourd'hui bien seuls dans leur organisation et pour lesquels on fixe des objectifs qui sont des fois pas juste en phase avec les moyens dont on met à disposition. Et comment est-ce qu'on leur donne des outils et des temps d'écoute et des temps d'échange pour essayer de faire en sorte que les nuages du ciel dans lequel ils sont s'éclaircissent un petit peu. Je suis pas en train de dire qu'on est en train de transformer des nuages en un beau soleil. Faut juste se dire que après le nuage, de toute façon, dehors, c'est pas le soleil, de toute façon. Et qu'aujourd'hui, quand on gère des PSE, c'est pas le truc le plus simple de la Terre. Ouais, et surtout dans l'imprimerie.
Voilà, bon, je pense qu'on va clôturer là-dessus. On vous a remis, donc, en tout cas, un grand merci pour votre participation, parce que je sais que les périodes sont un petit peu compliquées avant les fêtes et les gens ont très peu de temps, donc j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait quand même un petit peu de monde ce matin. On vous rappelle quand même qu'on a un modeste outil qui peut aussi contribuer à favoriser la réflexion en interne, sur la GPEC notamment, et que cet outil doit vivre. On l'a construit avec une logique web 2.0, comme l'a dit Élise tout à l'heure, donc effectivement, il faut l'enrichir, du coup, l'alimenter, et c'est comme ça que ces métiers, effectivement, vont évoluer. On va être dans une logique de plus en plus interactive maintenant, et ils ne sont pas pérennes, ces métiers. Voilà. Et puis pour ceux que ça intéresse, le rapport complet sur les métiers est sur le site. Voilà. Merci beaucoup.